Salut YouTube. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes pensées sur l'intelligence artificielle et en particulier, je vais m'appuyer sur une conférence que je viens de voir qui a eu lieu à St. John's dans le Cosmos Institute, donc aux États-Unis, dans l'université de, je crois que c'est l'Utah, je sais pas exactement. Bon bref, c'était il y a quelques jours, hein, donc tu vois, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 14 août et ça a eu lieu le 8 août, donc ça fait à peu près une semaine. Et c'est très intéressant. Alors là, ce qui est chiant, je sais pas trop comment on désactive ça, mais sur YouTube maintenant il traduit automatiquement. Moi j'aurais préféré garder l'original et faire moi-même la traduction. Voilà. Euh, alors donc Jonathan Bai, je sais pas comment il se dénomme, je sais pas si c'est son vrai nom de famille, mais c'est lui en tout cas. Et il pose des questions intéressantes aux autres. Il faut savoir que lui, qui est tout à gauche, il a étudié computer science, donc l'informatique, à l'université. Et donc ce sont des intellectuels, hein, ce sont des universitaires, hein, je crois que de toute façon c'est là les trucs. Hein. Je sais pas ce que c'est le Cosmos Institute, hein, mais là on a Holly Robbins de l'université de l'Utah, elle de Saint John, je sais pas trop ce que c'est. Mais bon bref, ce sont que des académiciens, ce qu'on appelle en anglais des scholars, donc des universitaires. Donc des gens qui ont fait beaucoup d'études, etc. Mais je pense quand même, à part donc le mec avec la chemise que je t'ai dit qui a étudié computer science, mais aux États-Unis c'est très différent de l'Europe parce que vous pouvez à la fois étudier par exemple la programmation et en même temps avoir des unités en philosophie ou en littérature ou en ce que vous voulez en fait. Donc c'est beaucoup plus libre en fait et c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus varié. Et donc vous avez comme ça, c'est beaucoup plus éclectique, puisque les gens peuvent étudier absolument ce qu'ils veulent. La seule chose qu'ils auront à faire, c'est regarder si les emplois du temps correspondent, et puis voilà. Donc ce qui permet une ouverture d'esprit plus importante à mon sens que les cursus qui sont, à mon avis, beaucoup trop cloisonnés en France. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que là, toute la conférence, il fait une table ronde, même s'il n'y a pas de table, c'est assez marrant. Il se pose la question par rapport. C'est des questions très littéraires. C'est est-ce que l'IA peut produire des livres comme ceci, etc. Et il y a un moment donné, le fameux Jonathan Bai, qui propose un truc intéressant parce qu'il y a une des intervenantes qui dit oui, mais on a toujours besoin de se rapporter à l'humain. Alors il parle de Kant, il parle de Aristote, Platon, etc. Et le gars il dit ouais, mais regardez, par exemple, le Coran, c'est Dieu qui est censé l'avoir écrit, et donc du coup ça va pas empêcher des gens. Alors je vais pas rentrer dans la question de l'analyse de l'islam, etc. C'est pas le propos de cette vidéo. C'est juste je reprends son exemple que je trouve très pertinent de dire oui, mais regardez, dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui se sont référés à un livre qui a été créé par quelqu'un qui n'est pas, enfin en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté par quelqu'un qui n'est pas une entité humaine, il n'y a pas de visage, d'accord? Parce que je rappelle que dans l'islam, il n'y a pas la représentation. D'ailleurs, c'est pareil dans le judaïsme, hein. Sur cet aspect-là, ces deux religions sont totalement sœurs sur ces aspects-là. C'est que dans le christianisme où il y a des représentations de Dieu. Mais dans l'islam et dans le judaïsme, hein, donc chez les juifs ou chez les musulmans, il n'y a pas de représentation de Dieu. Donc ça reste du domaine de l'abstrait. Donc du coup, ces textes-là ne sont pas humanisés d'une certaine manière. Et donc c'est ça son argument, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que l'argument de dire ouais, mais l'intelligence artificielle, ça peut pas marcher parce que on a besoin d'un regard humain. Ben pas forcément en fait. L'histoire nous a montré que il y a eu la possibilité que des gens se fédèrent, que les gens croient, que des gens suivent, que des gens s'intéressent à des écrits qui n'étaient pas personnifiés. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, donc je trouvais que cet argument était très très pertinent et surtout qu'il a nourri ma propre réflexion. Je vous enverrai également vers une vidéo en français du précepteur qui a fait un petit canular à ses abonnés. Enfin, je vous en dis pas plus que ça, je vous laisserai aller voir sa vidéo. Et je trouve que c'est complémentaire avec les vidéos de Monsieur Phi par rapport à l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit des littéraires qui s'intéressent à la question de ouais, est-ce que l'intelligence artificielle ça peut produire de la pensée et ainsi de suite. Alors, je vous redis ce que j'avais dit et que je continue à dire dans mes vidéos, plus, on va dire, scientifiques, plus par rapport à la logique, aux mathématiques, etc. Et que, à mon sens, l'intelligence artificielle ne raisonne pas de la même manière, mais pour ce qui est de la production littéraire, c'est différent parce que la manipulation des mots, c'est pas la même chose que le raisonnement logique d'une démonstration et ainsi de suite. Parce que
les humains sont beaucoup moins rationnels qu'ils ne veulent le croire. On se pense rationnel, on dit qu'on est rationnel, mais en fait on est beaucoup plus émotionnel et on est beaucoup plus sensible aux mots et la façon dont ils sont enrobés, etc. Et sans forcément en train de faire, on n'est pas forcément en train de faire des calculs logiques à chaque fois que l'on réfléchit, que l'on parle, que l'on écrit, et ainsi de suite. Donc cet aspect-là me semble assez intéressant. Me semble assez intéressant, d'autant plus que on commence véritablement à aboutir à des modèles où à l'écrit on peut tout à fait se faire avoir et ne pas du tout se rendre compte que ça a été généré par de l'IA. Et donc qu'est-ce que ça veut dire euh, Bon, je vous spoil un petit peu la vidéo parce qu'elle fait 44 minutes et comme ça vous fait gagner du temps. Hein. C'est abrège frère, comme dirait là. Non, ça c'est pas la fin de l'éducation. Je pense pas que l'IA soit capable de remplacer l'éducation. Et contrairement à ce qu'ils disent dans la vidéo, parce qu'eux ils sont très centrés sur le côté littéraire, moi je pense que c'est plutôt sur le côté scientifique que l'IA ne peut pas remplacer les. En tout cas, pas les modèles de langage. Peut-être qu'il faudra développer d'autres modèles spécifiquement pour les calculs, pour la logique mathématique, etc. Mais les modèles de langage, hein, donc ChatGPT, Claude AI, Gemini, DeepSeek et compagnie, à mon sens, ils sont bons pour faire des drills, c'est-à-dire des exercices de répétition, etc. À partir du moment où vous maîtrisez le sujet, parce que mon credo, qui pour l'instant, en tout cas à l'état de l'art actuel, c'est de dire que l'IA a une utilité pour les humains à partir du moment où les humains les utilisent dans des sujets qu'ils dominent. C'est-à-dire qu'il faut que l'humain ait toujours la capacité de vérifier. C'est-à-dire que les IA doivent être utilisées en tant que serviteurs. Si par contre, ça en vient à un niveau, et c'est ça le danger, hein, le danger c'est qu'il y a le niveau possible que ça peut faire un genre de texte prophétique et les gens ils vont suivre ça. Là, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux parce qu'il n'y aurait plus de contrôle. D'accord? Parce que, à mon sens, on n'a pas encore identifié quels sont les véritables processus de réflexion, même si on peut dire, parce que, par exemple, les modèles actuels qui utilisent ce qu'on appelle la réflexion profonde, etc. Quand vous le lancez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils vont vous expliquer un petit peu les étapes de développement et ainsi de suite. Par contre, il y a des expériences qui ont été faites qui ont vu que quand deux IA communiquent entre elles, elles sont capables d'inventer un nouveau langage qui nous est incompréhensible pour interagir entre elles de façon plus rapide qu'en utilisant les mots que nous on utilise. Donc ça veut dire que ce n'est pas les mêmes processus. Et donc en ce sens-là, c'est dangereux. Voilà. Je n'écarte pas la possibilité du danger hein, pour les gens qui ont vu le film Terminator. Il faut garder ça à l'esprit quand même. Et je pense que ce danger-là est pas suffisamment considéré. Et c'est pour ça que la philosophie doit rester celle de les IA, les machines en général, doivent être au service des humains et non pas l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il est encore plus important que jamais, non pas comme Elon Musk le propose de faire Neuralink, la fusion, non, je pense que ça c'est une hérésie absolue. Je pense qu'il faut au contraire, à la mesure de l'influence, de la croissance, de l'augmentation et de l'amélioration de ces intelligences artificielles, qu'il faut encore plus développer nos qualités propres d'humains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup plus favoriser la lecture, l'écriture, la parole, que la vidéo, que les outils technologiques, en fait. Je pense que c'est justement le moment où il faut réapprendre. Parce que je vous rappelle quand même que avant l'invention de l'écriture, eh bien, les gens avaient une mémoire extrêmement importante. L'Odyssée Homère a été transmise grâce à des générations d'Aèdes. Les Aèdes, c'est un peu les druides, les mecs qui avaient une sorte de guitare et qui racontaient voilà, au coin du feu les histoires. D'accord? Les histoires de Père Castor. Ben, c'est ça le délire. Ben oui, mais pour ça veut dire qu'ils avaient une très très grande mémoire pour mémoriser toutes ces informations. Bon, eh ben, l'humain biologique, Homo sapiens sapiens des Grecs anciens et de maintenant, c'est le même, d'accord? On a le même cerveau, on a les mêmes capacités, et ainsi de suite. Le truc, c'est que on ne les pratique plus. Et c'est peut-être ça, en fait, le secret. Le secret, c'est peut-être de revenir à développer nos propres facultés. Et donc, ça veut dire passer peut-être beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, etc. Et plus développer notre intellect.
plus développer nos capacités cognitives, beaucoup moins utiliser les machines comme étant des outils pour faire le travail à notre place. Non, les machines ne sont pas là pour faire le travail à notre place. C'est ça le truc qu'il faut développer. Voilà. Deuxième point, je dirais que je suis extrêmement surpris qu'il n'y ait aucun gouvernement de la planète qui n'ait essayé d'établir les lois de Asimov. Alors les lois de Asimov, Isaac Asimov, si vous ne savez pas qui c'est, Isaac Asimov, c'est l'un des pères fondateurs de la science-fiction, d'accord, qui a écrit notamment le cycle des robots et le cycle de fondation. À mon sens, le cycle de fondation, c'est le meilleur des deux, d'accord. Alors, pour être très honnête avec vous, j'ai pas lu le cycle des robots jusqu'au bout, alors que j'ai lu le cycle de fondation jusqu'au bout. Le cycle de fondation, j'ai lu enfin, en tout cas, dans la version que j'avais lue, j'ai lu 8 bouquins. C'est absolument génial, je recommande très fortement. Je pense que je mettrai un lien dans la description. C'est extrêmement. Et d'ailleurs, c'est. Enfin, je fais une petite digression, mais je trouve ça. Enfin, c'est pas tout à fait une digression. Je suis extrêmement surpris que il n'y ait pas eu d'adaptation cinématographique du cycle de fondation, qui est à mon sens l'un des chefs-d'œuvre de la science-fiction. Alors attention, spoiler alerte, si vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez cette vidéo maintenant. Je vais dévoiler l'intrigue du cycle de fondation. Ok, ça y est, vous êtes prévenus, je considère que maintenant vous êtes ok sur le fait que je vais spoiler. Alors, Isaac Asimov, je vous ai dit, c'est un russe, d'accord. Enfin, je n'avais pas dit que c'était un russe, mais ça s'entend à son nom, Isaac Asimov. C'est un juif russe qui a quitté la Russie, probablement à cause des pogroms, pour aller aux États-Unis. Il a étudié la biochimie et l'histoire. Comme je vous ai dit, je crois que oui, c'est dans cette vidéo que je vous ai dit qu'aux États-Unis, c'est public, vous pouvez prendre différentes thématiques que vous pouvez étudier à l'université. Voilà, donc bref, il a excellé dans ces deux domaines et ainsi de suite. Et ça nourrit très profondément sa réflexion, et c'est pour ça que ça lui a permis de pouvoir écrire des chefs-d'œuvre de science-fiction, parce qu'il a déployé des mondes qui étaient très précis, très fouillés, et ainsi de suite. C'est un peu dans... Pardon, c'est un peu dans la même veine que Frank Herbert avec le cycle de Dune. Mais je vais y revenir là-dessus plus tard. Donc, Asimov, le cycle de fondation, c'est quoi? Dans l'univers très lointain, je crois que c'est aux environs de 10 000 après Jésus-Christ. Bon, on s'en fiche un peu des dates, mais c'est dans un futur très lointain. L'humanité a colonisé la galaxie. On a plein de colonies humaines partout, dans plein de galaxies différentes, etc. Donc il y a l'Empire galactique, voilà, ok. Il est à son apogée, on est capable de faire des voyages spatio-temporels, etc. Enfin bon, bref, on maîtrise la technologie, c'est super avancé, tout va bien. C'est l'archétype du truc de science-fiction futuriste avec plein d'outils technologiques, etc. Il y a un mec, Harry Seldon, qui développe une technologie, enfin c'est ça, une sorte de science, une nouvelle science qu'il appelle ça la psycho-histoire. Alors c'est un mélange entre la psychologie, les statistiques et l'histoire. Et c'est une sorte de machine à prédire l'avenir. Et donc il prévoit qu'il va y avoir un chaos de 30 000 ans, parce qu'il va y avoir le déclin de l'Empire galactique, une super guerre de fous, et ça va être le bordel. Si on fait rien, il va y avoir un chaos pendant 30 000 ans. 30 000 ans, c'est énorme. Je ne sais pas si vous imaginez, 30 000 ans, ça veut dire qu'il faudrait revenir, je crois, à la première dynastie des pharaons. C'est super loin, 30 000 ans. Et encore, je crois que c'est même plus loin que ça. Non, je dis des conneries, 30 000 ans, c'est Cro-Magnon. 30 000 ans, c'est Cro-Magnon. Imaginez si d'un coup, boum, tout ce qui s'est passé depuis Cro-Magnon, ça disparaissait. C'est énorme. Donc il se dit, non, mais il faut trouver un moyen de sauver l'humanité et de réduire ça. Et donc il fait un plan qui permet de passer de 30 000 ans de chaos à 3 000 ans de chaos. Il divise le chaos par 10. C'est énorme, c'est absolument énorme, c'est génial. Donc du coup, tout le monde doit signer pour ça. Et donc, il fait son plan, il enregistre une vidéo, etc. Enfin, un hologramme, je sais plus comment c'est. J'ai lu ce bouquin, j'avais 18 ans, les gars. Même pas 17 ans. C'est le premier livre que j'ai lu par moi-même, en dehors de l'école. C'est donc par moi-même, parce que par l'école, c'était obligatoire. Bref. Donc ça fait longtemps. D'accord. Ça fait plus de 20 ans que j'ai lu ce livre, donc je vous raconte ça de mémoire, je vous mettrai un lien, je vous invite très fortement à le lire. Bon bref, donc il développe comme ça la fondation. Et le plan Seldon, c'est le plan de la fondation. Et en fait, le truc, c'est que c'est censé y avoir deux fondations. Une fondation qui est très bien expliquée, de où elle est localisée, etc., qui doit être au cœur de l'empire.